Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. En ce temps estival, enfin, ça y est, il fait beau. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour discuter encore une fois 30 minutes de foot. Ce soir, on va aborder 3 sujets rapidement. La Copa pour l'Inter, déjà. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match hier, Fiorentina-Inter, mais c'était un super match, vraiment un très 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 bon match de football jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu, et puis qu'on se projette un petit peu bien sûr sur la finale de Champions League avec l'Inter, avec ce qu'ils ont montré hier à l'échelle de la Fiorentina. J'ai marqué aussi le Real finit mal. Oui, effectivement, la fin de saison du Real est vraiment pénible. Donc voilà, c'est pas très agréable. Et puis on va regarder un petit peu Luis Enrique à Paris. Donc voilà, un petit peu voir les dernières rumeurs. On dit que c'est Luis Enrique qui va reprendre, enfin qui est en pole position en tous les cas pour reprendre le Paris Saint-Germain. Donc voilà un petit peu les trois dernières les 3 dernières news que je voulais aborder. On va commencer directement avec la Copa pour l'Inter. Hier soir, donc, au Stade Olympique de Rome, d'ailleurs, avec une ambiance de feu, vraiment, c'était vraiment fantastique à voir. Il y avait donc l'Inter qui jouait sa première finale des 2 qu'ils allaient jouer. Alors, Manchester City est en course pour un triplé historique. Là, en l'occurrence, c'est l'Inter qui, lui, peut faire le doublé. Alors, on peut considérer qu'il peut aussi faire un triplé parce que l'Inter a gagné la Supercoppa. D'ailleurs, ça fait 2 années d'affilée qu'ils font la Supercoppa Italia et la Coppa Italia, donc ils font le doublé. L'année dernière, déjà, ils avaient gagné et la Coupe et la Supercoupe. Donc voilà, ça pouvait être salut Okutonujo, buonasera, et donc ça pouvait être un nouveau doublé. Donc voilà, effectivement, hier soir, super match, super début de match de la Fiorentina. Pendant 20 minutes, ils ont fait tourner en bourrique l'Inter avec un jeu, je ne sais pas si vous connaissez la Fiorentina, si vous la voyez jouer, peut-être en Conference League, mais pas que, même en championnat d'Italie, c'est toujours très très agréable à voir jouer. Italiano est un entraîneur un petit peu à la De Zerbi, on va dire. Alors c'est des préceptes un petit peu différents, mais c'est vraiment un entraîneur très très joueur qui assume totalement le déséquilibre, et c'est ce qui s'est passé lors des 20 premières minutes. Ils ont eu énormément d'occasions, et d'ailleurs ils ont ouvert le score sur un superbe centre de Iconé, mais le joueur qui a vraiment fait basculer ce match, c'était Bonaventura, qui a vraiment fait un début de match fantastique. Alors après, dans le match, il s'est éteint, ou plus exactement, je ne sais pas si c'est l'Inter qui s'est réveillé, mais effectivement, en tous les cas, il y a eu un truc après, mais au début du match, il rayonnait sur le match, c'était incroyable ce qu'il faisait. Donc voilà, finalement, la Fio s'est un petit peu endormie, elle aussi, et puis l'Inter, par l'inévitable Lautaro Martinez, qui est en ce moment dans la forme de sa vie, honnêtement. Alors il n'a pas joué du tout en Coupe du Monde, quasi. Mais là, à l'Inter, il est incroyablement au-dessus. Il a effectivement marqué 2 buts, dont le deuxième qui est quand même très 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 beau. Sur un centre, il fait une reprise de volée juste devant le défenseur. Enfin, franchement, c'est vraiment très bien. Et ça s'est joué comme ça, parce que le score final, c'est 2-1 pour l'Inter. Donc en première mi-temps, il rentre au vestiaire 2-1 pour l'Inter, et ça bouge pas jusqu'à la fin du match. Alors c'est vrai que si on regarde le match comme ça, on se dit, enfin si on ne regarde que le score, on se dit le match après en deuxième mi-temps, ça s'est un peu regardé. Pas du tout en fait. La Fiorentina a continué à jouer comme jamais en deuxième mi-temps. Ils ont eu énormément d'occasions, dont 2 de Jovic,
qui a l'occasion d'égaliser et potentiellement même de gagner le match. Il met ni l'une ni l'autre. donc voilà, malheureusement. Après, Jovic, c'était un très grand attaquant, il serait resté au Real. Donc voilà. Mais c'est vrai que... Et c'est ça, finalement, qui pêche dans le jeu de la Fiorentina. Alors, le jeu est super ambitieux, super agréable à voir jouer au milieu du terrain. Ça joue dans tous les sens. C'est très déséquilibré et c'est assumé et c'est franchement super bien. Mais dans la surface adverse et dans leur propre surface, il manque les joueurs qui font des vraies différences, c'est-à-dire un attaquant vraiment tueur, parce que Cabral et Jovic, c'est vraiment limité. Et puis en défense aussi, c'est pareil, il y a eu des gestes. Sur le deuxième but de Lautaro Martinez, le dégagement, il est raté, la tête, elle est ratée, bref, tout est... Le marquage, il est lâche, rien ne va. Et c'est ça qui fait en sorte que la Fiorentina est 7e, 8e du championnat, en fait. Parce que, effectivement, ils jouent très très bien, mais ils n'ont pas ce qui coûte cher dans le foot, c'est-à-dire les très grands défenseurs et les très grands attaquants. Donc voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ça change pas que ça joue très très bien. D'ailleurs, ça fait... salut Jacques Lafritte, bienvenue. D'ailleurs, ça fait vraiment penser à Brighton, un petit peu ce genre d'équipe, parce que Brighton a des bons joueurs, c'est vrai, mais est capable de prendre un 4-0 contre Everton, comme ils sont capables de faire match nul contre Manchester City ou atomiser Arsenal. Donc ils sont capables de tout, parce qu'ils n'ont pas des joueurs qui sont réguliers au très haut niveau dans les zones qui sont décisives. Donc voilà. Mais la Fiorentina, je vous recommande. J'espère vraiment qu'ils vont gagner leur premier titre européen en Conference League. Ce serait vraiment top. Ils ont failli regagner un titre après je ne sais plus combien de temps, 31 ans ou un truc comme ça. Là, avec la Copa, c'était vraiment bien parti. Ils menaient au bout de 8 minutes de jeu. Malheureusement, ce n'est pas fait. Donc voilà, en tous les cas, la Fiorentina, équipe à suivre, même l'année prochaine. Italiano est un coach, et je vous l'aurais dit ici, pas en premier, mais De Zerbi, bon, ça y est, vous le connaissez, c'est bien. Moi, ça fait des années qu'on en parle, que les suiveurs de la Serie A, lorsque déjà il était à Sassuolo, puis ensuite il est parti au Shakhtar, etc. C'était vraiment, ça a toujours été un super coach. Italiano va devenir un coach de la même trempe et va certainement, ces deux entraîneurs-là vont être dans les top entraîneurs de ces 10-15 prochaines années. Donc commencez à apprendre à prononcer leur nom, parce que les deux vont inévitablement bientôt prendre en main des grosses équipes. Et vous voyez, le fait que Spalletti soit parti de Naples, enfin il n'est pas encore parti, mais il a annoncé à demi-mot que c'était fini, ça y est, il partait, et que le directeur sportif aussi s'en allait, attention, Giuntoli, ça c'est vraiment embêtant, parce que c'est lui, les Kvaratskhelia, Enguissa, etc., tous les joueurs que vous ne connaissez pas, mais qui sont très très forts au Napoli, c'est le directeur sportif. Donc le Napoli va avoir des lendemains qui chantent pas trop. Donc voilà, on dirait bien que, je sens bien que Italiano va reprendre Naples. Ça sent, ouais, ça commence à se profiler gentiment. Naples en plus a l'effectif pour jouer avec les préceptes d'Italiano de façon encore mieux que la Fiorentina. Donc je pense que ça peut donner un bon truc. Après, alors là, je dévie, mais Naples, pour moi, déjà cette saison, ne devait pas jouer le titre, devait jouer les 4 premières places et le 8e ou le quart de Ligue des Champions. Donc ils ont fait 8e ou quart de Ligue des Champions, en l'occurrence quart, et ils ont gagné le championnat. Bon, ça c'est un peu un hasard, parce que leur effectif, la taille du club, etc., fait en sorte que c'est un peu comme Milan. C'est des accidents, gagner le titre, en l'occurrence, on n'est pas encore structuré pour ça. Et Naples, la saison prochaine, leur objectif, c'est pas le titre, et c'est pas gagner en Ligue des Champions ou aller en demi-finale ou en finale. Ce sera exactement pareil que cette année, c'est-à-dire les 4 premiers et à sortir des poules. C'est ça le but pour Naples, et je pense que ça ne changera pas. Alors après, on connaît la ferveur des supporters après un titre. Naples va pas tout d'un coup acheter des joueurs à 100 millions. Au contraire, ils vont plutôt vendre des joueurs. Donc ça va être très compliqué de garder le même niveau, quoi. Donc voilà, sachant que leur directeur sportif s'en va. Ça, c'était la petite déviation Naples. Revenons à l'Inter. L'Inter hier a joué un petit peu comme probablement elle va jouer contre Manchester City. Alors bien sûr, en face, le niveau c'est pas Manchester City. La Fiorentina, même si ça joue très bien, c'est pas Manchester City. Mais
comment dirais-je, Naples, l'Inter en face de la Fiorentina a joué vraiment en se faisant dominer, en procédant par contre, en mettant un énorme impact physique au milieu du terrain, en ayant des pistons qui ont fait des différences incroyables, Dumfries et Di Marco, et en particulier Dumfries. Donc c'est vraiment ça qui va se passer, et en ayant des attaquants qui sont létaux devant, je pense à Lautaro Martinez bien sûr parce qu'il marque 2 buts, mais Dzeko a eu les occasions aussi pour marquer des buts, alors il les a pas marqués parce que la balle est déviée au dernier moment ou des trucs comme ça, mais il a fait un très très bon match. Donc voilà, c'est vraiment ça que l'Inter va faire, et je pense que c'était une répétition générale avant la finale de Champions League. Et plus je vois cette équipe jouer, plus je vois leur densité physique, leur capacité à répéter les efforts, à être très très près dans les moments qui comptent, c'est-à-dire vraiment les finales, les matchs coups près, etc. Simone Inzaghi sait faire ça. Effectivement, je me dis qu'en fait c'est possible. Il faut savoir que, par exemple, Simone Inzaghi n'a perdu qu'une seule des 9 finales qu'il a jouées. Toutes confondues. C'est généralement des Coppa Italia ou des Supercoupes d'Italie ou des trucs comme ça. Il en a perdu qu'une seule. C'était la première qu'il a joué avec la Lazio tout au début de sa carrière. Derrière, il a gagné les 8 qu'il a joué. Dès qu'il joue une finale, il gagne la finale. Donc on va voir si cette série incroyable se prolonge, mais moi j'y crois de plus en plus pour l'Inter. Ce serait, écoutez, bien sûr, vous connaissez, si vous regardez juste mon maillot, vous savez bien que c'est pas le genre de truc qui va me faire plaisir, mais pour le football italien, pour le football en général, le football européen, ce serait bien que Manchester City ne gagne pas cette Coupe d'Europe. Honnêtement, ce serait le mauvais exemple à suivre pour le football, le plan économique, la structure du club, comment est-ce que ce club arrive à gagner la Coupe d'Europe. Tout est contraire aux valeurs du football à Manchester City. Donc voilà, alors, en tous les cas, mes valeurs du football, tout est contraire à ce que je pense du football. Donc voilà, moi personnellement, si City gagnait la Coupe d'Europe, je pense que, dans ma tête en tous les cas, après j'ai aucun souci, c'est ouvert à débat, mais pour moi c'est les mauvais qui gagnent à la fin. Donc voilà, c'est tout. C'est pas comme ça qu'on construit un club, c'est une ineptie, c'est une ineptie financière, c'est une ineptie historique, c'est une ineptie à tous les niveaux, excepté au niveau du jeu. Attention, je suis pas en train de dire que Manchester City ne joue pas bien, Manchester City joue très bien. C'est une très bonne équipe, ça n'est pas encore un grand club, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je ne sais même pas si un jour ça deviendra un grand club. Donc voilà. Bref, passons au Real, qui lui est un grand club, ça y a pas de doute. Ah bah tiens, je suis en train de regarder, de lire mon titre, le Real finit mal, et je m'aperçois que j'ai oublié un T, donc merci de bien vouloir m'en excuser. Donc il y a une faute d'orthographe dans, dans mon titre, le Real finit mal, c'est fini, c'est écrit avec un T, et pas là. Donc voilà, désolé pour cette petite incartade orthographique. Oui, donc le Real finit mal, effectivement. La fin de saison est très pénible pour le Real, entre les histoires de racisme de Vinicius. Vinicius qui, en gros, à demi-mot, dit qu'il va probablement, qui veut bien quitter l'Espagne. Donc c'est pas une super nouvelle pour le Real, même s'ils vont le vendre très très cher et que probablement ils vont faire une très belle plus-value sur Vinicius parce que ils l'ont payé 40 millions quand il avait 16-17 ans. Probablement que là, s'ils le vendent, ce sera 180, un truc comme ça. Donc ça peut être une bonne opération pour eux et ça peut leur permettre de reconstruire leur club. Ce qui serait pas mal parce que le club, justement, est vraiment... il y a pas mal de joueurs dans le 11 titulaire, on l'a déjà dit ici, qui sont renouvelés. Le problème, c'est qu'il en manque encore beaucoup, et en particulier du banc. Donc ça fait énormément de monde. Et là, vous savez, cette fin de cycle incessante au Real qu'on annonce depuis 5 ans et qui ne vient jamais, vu qu'ils gagnent une Ligue des Champions à peu près tous les 2 ans. donc voilà. Là, on dirait vraiment que ça arrive, parce que tous leurs matchs de la Liga, là, ils sont catastrophiques. Dès que tu regardes un match, le match contre le FC Valence, alors... ils sont catastrophiques. Ils sont pas catastrophiques. On va pas aller jusque-là, mais ils ne dominent absolument plus leurs adversaires. C'est le Real, quand même. Je veux dire, même si tu es 3e de la Liga, tu te dois d'essayer de gagner les matchs. Donc contre le FC Valence, c'était très accroché, etc., mais ça change pas qu'ils ont perdu.
Hier soir, ils ont fait un match nul. Bref, contre des équipes qui sont pas terribles. Hein, voilà. Valence lutte pour la relégation, hein, par exemple. Donc c'est très très difficile et très long la fin de saison pour le Real. Ça veut pas s'arrêter. Il y a encore des matchs et franchement, on voit que plus personne veut jouer. Tout le monde est au bout du rouleau, physiquement, mais aussi et surtout moralement. Cette saison a été une catastrophe pour le Real, parce que finalement, ils ont couru plein de lièvres à la fois et ils ont été en fait finalement très loin de les atteindre, tout en étant... Enfin, c'est assez bizarre parce que donc ils vont en demi-finale, mais en demi-finale, il y a un monde d'écart entre le Real et Manchester City. Ils sont deuxième de la Liga, bon, troisième là, si l'Atlético gagne, continue à gagner, etc. Ok, d'accord, mais ça change pas qu'en fait, ils sont à 18 points ou 16 points du Barça, donc très très loin aussi, donc deuxième mais très très loin, demi-finaliste mais très très loin. Bref, c'est une vraie saison bizarre où en fait, ils continuent à être plus ou moins compétitifs, mais très très loin des top teams. Et ça fait mal pour le Real parce qu'ils voient que l'écart se creuse entre les top teams et leur équipe. Et donc, voilà, bah alors... La rumeur Mbappé, hein, bien sûr, vient alimenter la reconstruction du Real autour de Mbappé, hein, parce que Mbappé, a priori, ne va pas renouveler son année de contrat, parce qu'il a élevé une année que lui-même pouvait activer, celle de 2024 à 2025, enfin, de la saison 2024-2025. En l'occurrence, Mbappé, a priori, pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, hein, parce que c'est vraiment ça, en fait, hein, sur le mercato et la construction de l'équipe, leur dit bah moi je renouvelle pas, on verra en 2024, je pourrais partir où je veux, et si Paris a fait des efforts, qu'on a gagné la Ligue des Champions l'année prochaine, etc., bah peut-être que je resterai. En gros c'est ça, hein, c'est soit on gagne la Ligue des Champions, soit je m'en vais. Voire même si on gagne la Ligue des Champions, de toute façon je m'en vais, ça c'est possible aussi. Donc voilà, donc c'est effectivement... compliqué pour le Real, mais le dossier Mbappé ressurgit gentiment. Peut-être que ça peut être la planche de salut pour le Real, hein, ça peut être ça. Okutonojo qui dit c'est Macron qui décide de toute façon, effectivement. Donc voilà, mais bon, Macron ces derniers temps, l'année dernière, il n'avait pas, enfin, lors de du dernier renouvellement d'Mbappé, il n'avait pas la guerre en Ukraine. Là maintenant, il a la guerre en Ukraine, ça occupe un peu quand même. Le week-end, quoi. Le week-end, il a plus le temps de regarder les matchs, tout ça, d'appeler Nasser, tout ça. Donc je pense que là, peut-être qu'il va pas pouvoir décider. Donc voilà. Oui, donc voilà. Après, effectivement, bah, c'est une transition assez bien trouvée, je pense, pour. Enfin, en tous les cas, le Real va vivre une fin de saison compliquée. Je vais pas faire la transition tout de suite parce que j'en ai pas terminé. Je me demande quel est le plan, parce que Florentino Pérez a toujours un plan. Là, il va avoir terminé bientôt les travaux du nouveau Bernabéu qui devrait leur ramener une manne financière stratosphérique. Donc, on verra. Enfin, en tous les cas, bien plus grosse que ce qu'ils avaient avant. Donc peut-être que ça aussi, ça va faire redémarrer le projet et redynamiser un petit peu le Real. Après, sachant que le championnat d'Espagne, lui, il n'est pas redynamisé du tout, hein. Je veux dire, excepté le Barça, et encore le Barça, pour l'instant, c'est un peu une chimère. On ne sait pas s'ils vont pas exploser en vol avec leur levier financier dans tous les sens, les sanctions de l'affaire Negreira de la part de la Liga, mais aussi de la part de l'UEFA, etc., etc. Donc là, pour l'instant, le Barça, c'est un espèce de... C'est comme un patient en salle de réanimation. Potentiellement, ça peut devenir Usain Bolt. Potentiellement, ça peut se terminer voilà, ça peut se terminer, tout simplement. Donc voilà. Okutonujo, il va lancer la Super League 2.0. Bah, j'espère. Vous connaissez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous connaissez je me suis déjà exprimé dans Buenos Aires quelque chose sur la Super League. Je pense que, très honnêtement, si on pouvait éviter d'avoir à faire quoi que ce soit avec l'UEFA, ce serait très très bien. En revanche, effectivement, je pense que cette Super League doit être via des qualifications sportives, c'est-à-dire le classement au championnat de l'année précédente. Hein. Ça, je pense qu'il ne faut pas que ça change, mais il faut arrêter avoir à faire avec ces gens de l'UEFA. Donc voilà. Il avait déjà la guerre, il a fait ça pour se délasser. Ah oui, effectivement. T'as raison, Jacques Lafritte, c'est vrai. Oui, la guerre était déjà là, peut-être.
Ouais, c'est possible. Ah bah oui, parce que c'était la saison dernière. Et oui, c'était la saison dernière. J'avais l'impression que c'était la saison d'avant. Mais non, en fait, c'est l'intersaison dernière que Mbappé re-signe. Et oui, jusqu'en 2024 avec une option jusqu'en 2025. Oui, oui, tout à fait. Désolé, ouais, c'est vrai qu'il avait déjà la guerre au mois de janvier. Bref, on parle de Macron, hein, toujours. Donc oui, donc effectivement, la Super League, je pense que c'est important que les clubs prennent en main leur destinée, mais que ça passe quand même par les qualifications des championnats. Mais il faut arrêter de gagner 6 milliards d'euros par an avec la Champions League et d'en redistribuer 1 milliard. Enfin, là, c'est pas possible, en fait. Honnêtement, c'est pas possible. Il faut que Ceferin y fasse quelque chose. Et alors, la refonte de la Champions League, je sais pas si vous êtes rentré dans le détail de la refonte de la Champions League, c'est une catastrophe. Mais quand je vous dis c'est une catastrophe, je pense qu'on va halluciner sur comment c'est nul et comment les matchs au bout du qu'est-ce que je raconte, du quatrième match, ils servent plus à rien. Plus à rien du tout. Excepté engranger de l'argent parce que vous allez être devant votre télé pour suivre votre club. C'est tout. Sinon, il n'y aura plus aucun enjeu sportif dès le quatrième match de la poule. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et le problème, c'est que dans les poules, maintenant, d'après ce que j'ai lu, c'est pas 4 matchs. Il n'y a pas 6 matchs dans les poules. Hein. Il y en a 10, 12, un truc comme ça. Parce que c'est des grosses poules, des très grosses poules. Donc voilà. Bref, on verra. On verra bien comment ça se passe, mais la refonte de la Champions League a l'air horrible. Ça me fait penser à la mouture de la Champions League qui était juste après la première mouture. En gros, en 93, la Coupe des clubs champions devient la Champions League. D'accord ? C'est marrant parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire, ou c'était hier, l'anniversaire de... Non, c'est demain, pardon. C'est demain l'anniversaire de la victoire de l'OM en 93, et c'était la première Champions League. En gros, Ligue des Champions, hein. Avant, c'était en 92, c'était la Coupe des clubs champions. Donc, juste après cette formule-là, qui était une formule risible, hein. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces qualifiés, etc. Il n'y avait que les champions, même en 93. Donc voilà, il n'y avait que les champions. D'ailleurs, quand on voit le parcours de l'OM, c'est vrai qu'en demi-finale, ils prennent quand même les Glasgow Rangers. Et avant, il n'y a que des poules, et ils ont le FC Bruges. Enfin bref, le tableau est pitoyable, hein, très honnêtement. Ils ont aucune adversité jusqu'au Milan, bien sûr, en finale, hein, parce que ça, en revanche, c'était la meilleure équipe du monde à l'époque. Donc, bien entendu que ça, c'était une très grosse opposition. Ça change pas que avant ça, le parcours est ridicule de l'OM. Il est ridicule, et c'était vraiment très très chiant parce que donc tu avais une grosse poule, puis ensuite une demi-finale, puis ensuite la finale. C'était comme ça à l'époque. Et ensuite, il y a eu une refonte quand ils ont commencé à intégrer les deuxième, troisième, quatrième des championnats. Alors, ils sont jamais, à l'époque, ils n'allaient pas jusqu'à quatrième, mais je crois que c'était les 2 premiers ou les 3 premiers, bref. Ils ont fait 2 phases de poule d'affilée. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Vous avez une phase de poule, les 2 premiers de chaque poule ou les 3 premiers de chaque poule sortaient pour refaire une phase de poule où là, il y avait que les 2 premiers qui sortaient et ça sortait en quart de finale. Donc c'était super relou d'avoir 2 phases de poule. Mais vraiment, c'était relou. Hein. Pareil, dans les 2 phases de poule, en fait, le quatrième, cinquième et sixième match, généralement, ils servaient à rien. Donc à partir du 3e match, tu savais quasi qui était qualifié dans toutes les poules. Donc, parce qu'il y avait tellement de disparités dans les poules, vu qu'il y avait énormément de poules, en fait, il y avait tellement de disparités dans les poules qu'au bout du 3e match, tu savais, ce qui fait que dans les 2 poules, tu avais 3 matchs qui servaient à rien. Donc, c'était, et encore, je crois que, d'ailleurs, c'était plus de matchs, parce que la première poule était un nombre impair, il me semble. Donc voilà. La formule actuelle est vraiment super. Ouais, je suis d'accord. Hein. En tous les cas, la Champions League ne pourra jamais faire mieux que la formule actuelle. Ça m'étonnerait. Et je trouve d'ailleurs que le retrait du but à l'extérieur a ouvert les matchs énormément. Peut-être il y avait des gens qui étaient... Moi, je faisais partie on va dire des sceptiques au retrait du but à l'extérieur. Et en fait, le retrait du but à l'extérieur ouvre le match aller énormément parce qu'en fait, l'équipe qui reçoit n'a pas peur d'attaquer. Donc c'est beaucoup mieux. D'habitude, le match aller n'était qu'un match un petit peu d'observation. Pourquoi ? Parce que l'équipe qui recevait avait tellement peur d'encaisser un but, c'était tellement pénalisant, surtout qu'en plus ils avaient le retour à l'extérieur. Donc ça aussi c'était compliqué. Donc voilà. Et en plus en phase de, alors après ça se retournait en prolongation parce qu'en prolongation
le but à l'extérieur existait encore, alors qu'il n'y a qu'une seule prolongation. Donc ça, c'était aussi pas très juste. Donc c'est très bien que ça a été retiré, je pense. Il est difficile de voir le sens de cette réforme en dehors du pur pognon. Ah mais alors là, c'est sûr et certain. De toute façon, cette réforme, ça n'est qu'une réaction à la Super League pour essayer d'augmenter l'argent que les clubs vont toucher en augmentant le nombre de matchs. C'est ça en fait qu'ils font, c'est tout. Ils font juste ça en disant bon, vous voulez plus d'argent, pas de problème. Bah, on va vous programmer plus de matchs et vous allez faire plus d'argent. C'est tout. C'est uniquement ça. Le problème, c'est que les matchs ne sont pas du tout attractifs parce qu'il va y en avoir énormément, vraiment beaucoup plus. Vu que ça va être ouvert encore plus, il va y avoir plus d'équipes en Champions League. Et ce qui fait que le niveau, un petit peu comme l'Euro par exemple, hein, ou la Coupe du Monde, mais l'Euro en particulier, le niveau de l'Euro jusqu'au quart de finale, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, excusez-moi de parler comme ça, mais l'Euro était la compétition la plus relevée du monde, vraiment, et de très très loin, hein, devant la Coupe du Monde, super loin, parce qu'il n'y avait pas d'équipe d'Océanie, il n'y avait pas d'équipe asiatique, il n'y a pas d'équipe, etc. Bon, même s'ils ont des équipes qui commencent à jouer au football maintenant, mais c'est quand même pas le très haut niveau international. Mais le fait d'avoir ouvert et de mettre... alors maintenant, quand tu fais 3 matchs nuls, tu peux être champion d'Europe, hein, en gros, hein, si on prend le Portugal de 2016. Donc, vu que maintenant, le meilleur troisième, les 4 meilleurs troisièmes sur 6 sont qualifiés, enfin bref, c'est n'importe quoi. Tout le monde est qualifié, en fait. En fait, les phases de qualification se font pendant les poules. En gros, hein, les tours préliminaires que la Champions League fait à l'heure actuelle au mois d'août et au mois de juillet, en fait, ils vont avoir lieu dans les poules maintenant, tout simplement, parce que tout le monde va être qualifié de base, et les matchs vont être d'une qualité mais médiocre. Enfin, moi, honnêtement, ça m'amuse plus du tout de regarder l'Euro. Ça va vraiment très très vite arrêter de m'amuser de regarder la Coupe du Monde quand ils vont ouvrir à 182 clubs là, la prochaine version, et parce que en fait, vous allez avoir des équipes mais pitoyables au niveau technique et tactique, mais horrible, quoi. Donc voilà. Donc c'est bon. On a vraiment dévié, complètement dévié, mais c'était quand même intéressant. Donc le Real va peut-être sortir la Super League 2.0, je l'espère, et j'espère que tous les clubs historiques, qui n'incluent donc pas Manchester City, vont vraiment, comment dirais-je, appuyer cette réforme. Moi, je suis vraiment pour, et pas du tout parce que je veux que les clubs historiques gagnent plus d'argent. Je veux juste que l'UEFA n'ait plus à voir avec le football de clubs au niveau européen. Ce sont des gens qui n'ont pas le football en priorité dans leur tête. Ils ont autre chose en priorité dans leur tête. Voilà. Je vous laisse deviner quoi. donc voilà. Donc le Real, on va voir, mais il faut vraiment qu'il y ait un changement de cycle là, c'est vraiment important. Donc ce mercato va être important, le futur Bernabéu va être important pour ça, et peut-être la Super League effectivement. Donc voilà, on verra bien. La Moula, oui, c'est vrai aussi, il faudrait qu'ils retrouvent un petit peu leur chance légendaire. Donc voilà. Bref, allez, on va glisser gentiment vers le dernier thème où il n'y a pas de faute d'orthographe cette fois-ci. Luis Enrique à Paris, on dirait que c'est lui qui est en tête en pole position pour avoir le poste. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Parce que finalement, je suis là pour donner mon avis. Même si des fois vous n'êtes pas d'accord, même souvent vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, je suis quand même là pour donner mon avis. Moi je pense sincèrement que ce serait bien mieux d'avoir Mourinho à la tête du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, finalement si on réfléchit bien, depuis 2012, ce qui qualifie... Si on l'oppose à Manchester City par exemple, finalement, pour le même résultat, ce qui différencie le Paris Saint-Germain de Manchester City, c'est le fond de jeu. C'est-à-dire que Manchester City a toujours plus ou moins bien joué, même avec Pellegrini. Le Paris Saint-Germain a toujours plus ou moins mal joué, sauf par bribes, c'est-à-dire 6 mois avec Tuchel, 6 mois avec Unai Emery, et 1 an ou 2 avec Laurent Blanc. On est d'accord. Donc ce qui fait à peu près... Sur un projet de 11 ans, ils ont joué bien pendant 2 ans et demi, 3 ans. D'accord ? Donc on peut considérer que Paris ne joue pas bien. Bon, c'est simple, il n'y a rien de
Enfin, très honnêtement, la plupart du temps, tu t'emmerdes devant un match de Paris, sauf quand Mbappé fait un truc extraordinaire. Le reste du temps, tu t'emmerdes. C'est nul, le fond de jeu est pourri, bref, c'est naze. Bon, voilà. Enfin, je résume, hein, mais très honnêtement, la plupart du temps, tu t'emmerdes. Donc voilà. Il y a eu, vous dis, en revanche, des très très hauts niveaux. Attention, le Paris Saint-Germain de Unai Emery, pendant 6 mois, a joué un des meilleurs footballs que j'ai vu en Europe. Celui de Tuchel était extraordinaire. Celui de Blanc était, en tous les cas, avait une idée de jeu. Il avait la balle, ils avaient un super milieu de terrain, ils avaient un super attaquant, 2 super attaquants d'ailleurs. Donc ça jouait quand même pas mal. Okutonojo qui dit ils ont fait une finale quand même. Oui, Mourinho a fait plein de finales. Et à chaque fois, tu t'emmerdes devant ces matchs. Ça change rien, ça. Et c'est d'ailleurs ça. C'est ce que je te dis, c'est que Paris, traditionnellement, joue pas bien depuis qu'il a été repris par les Qataris. Ça joue pas bien. Même quand il y avait Ancelotti, l'année où il était là, tu t'emmerdes un peu. C'est pas terrible. Ils font un bon match contre le Barça en poule, je crois. Où tu peux dire, ouais, là, ils touchent le très haut niveau, mais c'est tout. Le reste du temps, ça vivote un peu. Mais bon, c'était le début du projet. Tu pouvais te dire que, voilà, il manquait encore des joueurs. Il y avait des trous dans l'effectif, tout ça. Ok, d'accord. Moi, ça, je juge pas ce qu'a fait Ancelotti à ce moment-là, parce que c'était le début du projet. Maintenant, bon, bah, le projet, il est mature. Il est même peut-être limite un peu en fin de vie. Donc, bref. On sait que Paris, généralement, ça joue pas bien. Alors, quitte à pas bien jouer, gagner et aller chercher Mourinho, en fait. C'est-à-dire que Mourinho, tu t'emmerdes. Tu sais, tu vas t'emmerder 1 an, non-stop. 38 matchs de championnat, tous les matchs de Ligue des Champions, les matchs de coupe, tout va être pourri. Tu le sais, c'est naze. Ok. En revanche, tu peux faire un triplé. Il peut te faire championnat, coupe, Champions League. Honnêtement, hein, il est capable de le faire. C'est ça le truc en fait. C'est que Paris a besoin de quelqu'un qui met un coup de pompe dans la fourmilière, qui dit à Neymar d'aller jouer je sais pas où, qui dit à Messi qu'il est content, il n'est pas content, de toute façon il est sur le banc, etc., etc. En fait, c'est ça qu'il faut à Paris, tout simplement. Parce que finalement, avec 2-3 recrutements, tu peux faire une équipe à peu près potable au Paris Saint-Germain. À peu près potable, hein. Attention, je dis bien, tu vas pas aller bien loin. Mais quand on prend la Roma, quand on prend, je sais pas, Manchester United, quand on prend le Real qu'il a récupéré tout au début du projet, parce que moi je continue à dire que les succès du Real, de Zidane, de Ancelotti, etc., ce sont les succès de Mourinho. C'est Mourinho qui a bâti ce groupe, qui leur a donné cette rage de vaincre, etc., qui leur a fait croire que c'était possible de redevenir les meilleurs du monde, de battre le Barça, qui était imbattable, etc. Je vous signale qu'il bat le Barça en championnat sur 38 journées. C'est le truc le plus difficile à faire. Hein. C'est pas de gagner un match en Champions League aller-retour. Hein. C'est de réussir à les battre sur 38 journées. L'équipe de Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, etc., etc., il les a battus sur 38 journées en championnat. Donc, c'est un winner incroyable et je pense que Paris en a besoin en fait. Ils ont besoin de ça. On n'a pas besoin de beaux jeux parce que de toute façon à Paris c'est pas la tradition, hein, c'est comme ça. Enfin je veux dire depuis que le Qatar est arrivé parce que j'ai vécu des années au Paris Saint-Germain où il y avait vraiment du beau jeu dans les années 90, mais là c'est plus du tout le cas. Donc voilà, prenez Mourinho. Et c'est bon, c'est réglé, vous allez gagner. Là, Luis Enrique, qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver avec son tiki-taka, parce que alors lui, là, c'est même plus... Enfin, je sais pas si vous avez regardé les matchs de l'Espagne. Si un jour vous avez du mal à vous endormir, n'hésitez pas à remettre un match de l'Espagne de l'Euro 2021 ou de la Coupe du Monde 2022. Vous faites ça, normalement, en 15 secondes, 3 quarts, vous dormez. C'est incroyable, Enrique. Hein. Le jeu de Luis Enrique, je sais pas s'il y a des gens qui sont fans. S'il y a des gens qui sont fans, je pense qu'ils se sont trempés de sport. C'est un autre sport qu'il faut qu'ils regardent, c'est le handball. Mais honnêtement, c'est incroyable. Voilà. Okutonojo qui nous dit c'est du handball. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, Luis Enrique, il va arriver. Alors bon, ok, il a gagné une Champions League avec Neymar en 2015, avec la MSN. Il a déjà géré des stars, etc. C'est vrai. Bon, je pense que Mourinho a déjà géré des stars. Il me semble. Hein. C'est déjà arrivé. Et en plus, de surcroît, la star, c'est lui. Et c'est ça qui fait comprendre aux autres. Et ça, c'est important parce qu'il a gagné partout. Je veux dire, gagner une Coupe d'Europe avec la Roma, gagner une Coupe d'Europe avec Manchester United depuis le départ de Ferguson, regagner potentiellement une Coupe d'Europe 2 années d'affilée avec la Roma, mais c'est un truc incroyable. Mais je veux dire...
C'est incroyable. À Manchester United, combien il y a eu d'entraîneurs? Combien de centaines de millions d'euros ils ont dépensé dans les transferts pour rien? Que dalle. Mais rien du tout, hein. Lui, il a gagné la Cup, il a gagné la Ligue Europa, la Ligue Europa, donc oui, effectivement, avec United. Je vais vous dire, avant que United il gagne une Ligue Europa, mais il va se passer, je sais pas combien de temps, hein. Mais très honnêtement, c'est avec l'équipe qu'il avait, c'est un miracle ce qu'il a fait Mourinho. Donc avec Paris, il est capable de leur faire gagner avec des champions. Et je le vois bien enchaîner Conference League, Europa League avec la Roma, et juste derrière faire le triplé mythique, et ben je gagne l'année suivante la Champions League avec Paris. Il est capable de le faire. Honnêtement, il est capable de le faire. Luis Enrique, franchement, déjà il a vraiment un caractère de fou. Alors, c'est vrai que je pense que Nasser a rien, il a vraiment très très peur de Mourinho parce que forcément il va rien peser du tout face à Mourinho. Il n'existera même plus en fait. Nasser va se dissoudre dans le mourinisme. Donc effectivement, peut-être que ça lui fait peur. Mais Luis Enrique, si tu crois qu'il a la langue dans sa poche, en plus, c'est une tête de l'arbre, Luis Enrique, mais c'est un truc de fou dangereux. Et je crois en plus que malheureusement, et ça en revanche, attention, ça me touche profondément pour lui, mais le fait qu'il ait perdu sa fille à un moment donné, hein, vous savez, malheureusement d'une maladie horrible alors qu'elle était toute petite, je crois qu'elle avait 8 ans, un truc comme ça, ou 5 ans. En fait, alors là maintenant, il est en roue libre. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais en fait, j'en ai plus rien à foutre de rien. Et ce qu'il a fait, par exemple, à la Coupe du Monde, là, ces espèces de Twitch, stream live Twitch, où il répondait en direct aux supporters, c'était mais n'importe quoi. S'il fait ça au Paris Saint-Germain, mais ça va partir en sucette puissance 100 millions. Et quand les autres, là, il va leur dire à Verratti, il faut que tu redoubles les passes, il faut que tu cours à gauche, à droite, que l'autre, il va lui dire, je peux le faire, mais pendant 12 minutes, il va péter un plomb, c'est sûr et certain. Donc, bref, voilà. Le diagnostic pour le PSG, dit Jacques Lafritte, est quand même le même depuis plusieurs saisons, carrément. Parce qu'à chaque fois, le diagnostic, il est le même. T'as tout à fait raison, Jacques Lafritte. Les gens pensent au Paris Saint-Germain que le problème, c'est l'entraîneur, alors que le problème n'est pas l'entraîneur. Ils ont eu quasi que des bons entraîneurs, le Paris Saint-Germain, pour exactement le même résultat. C'est toujours la même chose. On se pose la question de « il faudrait qu'on change l'entraîneur », alors que c'est les joueurs qu'il faut changer, la direction qu'il faut changer, les propriétaires qu'il faut changer, mais pas l'entraîneur. L'entraîneur, il va bien, en fait. À chaque fois, vous nous prenez des bons entraîneurs. Généralement, d'ailleurs, ces entraîneurs, dès qu'ils partent de Paris, ils gagnent une Coupe d'Europe. Donc, c'est bien que c'est pas eux le problème. Donc voilà. Donc, c'est clairement le diagnostic. À chaque fois, on fait le même. Mourinho, il va arriver. Le problème, en fait, c'est ça. C'est que Mourinho, ce serait le seul entraîneur sur la planète, avec Guardiola, bien sûr, qui, alors, avec des qualités complètement différentes, hein, mais c'est quand même le seul entraîneur sur la planète qui arrive n'importe où, et en particulier au Paris Saint-Germain, et qui est plus gros que le club. C'est-à-dire que l'institution Mourinho est plus importante que l'institution du Paris Saint-Germain. Comme ça, là, intrinsèquement, vous regardez les deux, vous dites, en fait, celui que je vais écouter, c'est Mourinho. Le Paris Saint-Germain n'a rien à dire à Mourinho. Il n'existe pas. C'est triste de dire ça. Moi, je suis né à Paris, je suis pas supporter de Paris, mais je veux dire, j'ai grandi avec le Paris Saint-Germain. Le premier club, le premier stade que j'ai fréquenté, c'est le Parc des Princes, etc. C'est triste de dire ça, mais Paris n'existe pas face à Mourinho. Mourinho est bien plus important dans l'histoire du foot que le Paris Saint-Germain. Et donc, quand il va arriver, c'est le seul qui est capable de dire, mais en fait, tais-toi, Nasser. Tais-toi, le cheikh du Qatar. Ce qu'il faut faire, c'est ça, et c'est moi qui te dis ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je prends Mourinho, ou que j'aurais pris Guardiola, mais c'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être un autre entraîneur. Ça ne peut pas être un autre entraîneur, parce que les autres entraîneurs vont se dissoudre dans la nullité ambiante du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que on le voit, hein, c'est tellement politique. Tuchel l'a dit dans des interviews récentes, enfin de cette année là, où il expliquait que le Paris Saint-Germain était un club éminemment politique en fait, et que c'était très difficile parce que tu prenais en permanence pas des décisions sportives, mais des décisions politiques. Et c'est très compliqué d'entraîner en prenant des décisions politiques. C'est pas possible, en fait. Donc voilà. Alors, Jacques Lafritte qui dit il y a zéro identité sportive à QSI. Oui, non. Parce que le but, c'est pas une identité sportive. Ils cherchaient à faire exister leur pays. Donc, c'est...
on n'est plus dans l'objectif sportif. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis. Le Paris Saint-Germain n'est pas un club de football. Le Paris Saint-Germain est un outil politique, comme le Barça l'est pour l'indépendance de la Catalogne. Et donc, quand des fois on voit des décisions qui sont illogiques au Barça et au Paris Saint-Germain, mais c'est exact, ça dénote du même mal en fait. C'est que ce sont des outils politiques et pas des clubs de foot. Leur but numéro un n'est pas de gagner. Leur but numéro un est de représenter leur nation, leur pays, les faire briller à travers le monde. Et s'ils doivent gagner pour ça, bah, ils essaieront de le faire. Mais le but numéro un, c'est pas la gagne, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. En tous les cas, Enrique à Paris, moi je suis pas pour. Moi je dis oui Mourinho, parce que finalement, en fait, c'est la seule chose qui pourrait marcher au Paris Saint-Germain tant que Nasser Al-Khelaifi sera là et tant que QSI sera là. Donc voilà. C'est pas un choix, en fait. Il n'y a plus de choix pour le Paris Saint-Germain. C'est Mourinho ou la mort. Voilà, c'est simple. Parce que là, je pense que ils vont perdre certainement Kylian Mbappé s'il ne gagne pas cette année. Plus aucun joueur de standing ne va vouloir signer dans cette espèce de je sais pas, c'est un cloaque chimique en fait. Vous prenez n'importe quel bon joueur, vous le mettez au Paris Saint-Germain, il devient quelconque, voire nul en fait. C'est incroyable. Donc je pense qu'il n'y a plus personne qui va vouloir venir. D'ailleurs, on le voit, hein, là, ils ont recruté un joueur à 60 millions d'euros. Ok, il est pas mauvais le milieu du Sporting, mais enfin, c'est quand même pas non plus... c'est pas du Furiclass. Est-ce que ça vaut 60 millions d'euros? Non, c'est juste parce que c'est Paris et que dès que tu veux un joueur à peu près bon qui jouerait à Montpellier, tu le payes 60 millions d'euros. C'est tout. Hein. Alors, je dis pas, probablement, il est meilleur. Je l'ai vu jouer, il est meilleur qu'un joueur de Montpellier, soit. Mais enfin, c'est quand même pas le top mondial. Donc voilà, et tu le payes 60 millions d'euros. Et t'as toujours pas d'entraîneur. Ça veut dire qu'en gros, tu commences à faire des recrutements, tu ne sais même pas qui sera l'entraîneur et tu lui mets des profils dans les pattes, alors que des milieux de terrain, attention, hein, n'oubliez pas tous ceux qui sont entrés. Hein. Je pense que juste en milieu de terrain, Paris a autant de joueurs au milieu de terrain que Chelsea dans tout son effectif. Hein. C'est incroyable, hein. Il y en a partout dans toute l'Europe. Hein. Et tous, ils sont nuls. Hein. Sans aucune exception, ils sont nuls. Hein. Les Paredes, Draxler, Sarabia, tout ça là. Tout ça, ça va revenir. Hein. Plus les tocards qu'il y a en ce moment. Hein. Les Luis Enrique, Fabian Luis, etc. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une grosse tripotée de tocards au milieu du terrain. Et il y a tous les autres tocards qui vont revenir par-dessus. Et puis tu te dis, tiens, je vais recruter un joueur à 60 millions d'euros pour mettre au milieu des tocards, voir si, on sait jamais, ça peut peut-être bouger. Alors, honnêtement, c'est vraiment sportif. Hein. C'est vraiment sportif. Oui, absolument. Lapsus sur le Luis Enrique. Donc, c'est vraiment sportif hein, de comprendre la politique sportive du Paris Saint-Germain. Mais franchement, et Campos qui même lui, hein, on disait c'était le meilleur DS du monde. Hein. C'est ça qu'on disait, en gros. Hein. Le mec était trop fort pour trouver des talents, etc. Génial, trop bien. Il arrive au Paris Saint-Germain, pareil que les joueurs. Il se dissout dans la nullité. C'est incroyable. Donc voilà. Bon bref, écoutez, moi j'ai plus rien à dire sur ce club, c'est fantastique. J'ai vraiment hâte que la saison commence, voir à quel niveau ils vont se faire éliminer en Ligue des Champions et jusqu'à quel point ils vont être nuls en Ligue 1 parce que là ils sont quand même très très nuls. Mes premiers du championnat, tu sais absolument pas comment. C'est un miracle absolu. L'année prochaine, va savoir. donc voilà. Donc bref. Je vais terminer là-dessus d'ailleurs parce que je peux plus aller plus loin, je pense, sur le Paris Saint-Germain. Là, je leur ai mis tout ce que je pouvais. C'est pas que je leur en veux en particulier, mais des fois, je vous jure, ça m'énerve. Le Paris Saint-Germain m'énerve parce que c'est exactement en plus, bref, c'est exactement tout ce que j'aime pas dans le football. Donc c'est très énervant. Alors qu'en plus, lui, contrairement à Manchester City, c'est quand même un club qui a un palmarès avant le Qatari, qui finalement, ses heures de gloire au Paris Saint-Germain sont avant l'arrivée d'un puissant fonds financier, en fait. C'est ça qui est dingo. Alors que Manchester City, ses heures de gloire, elles sont en ce moment. Voilà, au moins, c'est déjà ça, tu vois. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, ou très peu dans les années 50. Et puis c'est devenu quelque chose de vraiment grand avec les milliards de livres sterling. Là, Paris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que avant, ça gagnait, avant, ça avait une identité de jeu, des performances, etc. Et maintenant, c'est de la merde. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Avec 1,5 milliard d'euros d'investis dans le club. Hein. C'est fantastique. Bref, donc voilà.
Écoutez, je vais terminer là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Lundi, on pourra débriefer le championnat d'Allemagne, hein, parce qu'il y aura eu le dénouement. On pourra aussi, on s'approchera gentiment des finales européennes. Hein. Le 31 mai, il y a la finale de l'Europa League. Donc c'est le mercredi, donc ça va être délicieux d'en parler, et puis ça s'approche gentiment le 10 juin, la finale de Ligue des Champions. Il y aura toujours bien sûr la lutte pour les 4 premières places en Serie A qui a été rebattue par les points de la Juve, et puis il y aura aussi la lutte pour la 2e et la 3e place, même si là ça commence à se préciser en championnat de France, hein, on ne sait jamais, allez savoir. Donc voilà. Voilà, écoutez, en tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée, et puis à très bientôt, et puis n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.